Bonjour à toutes et à tous, bonjour et bienvenue dans la 5e de couve, l'émission de débat autour du manga. Aujourd'hui nous allons parler de My Hero Academia. En effet, le tome 42, le dernier tome, l'ultime tome, sort en France le 5 juin. Version normale ou version Giga Lector. Un Giga Lector c'est comme un collector mais en encore plus gros. Pareil qu'il y a même des haltères dedans et tout, tu peux faire tout ce que tu veux avec ce tome 42 tellement il y a de choses dedans. Des haltères des pouvoirs ou des haltères de... C'est toi qui choisis. On fait comme tu veux, Joe. My Hero Academia, c'est quand même impressionnant. Je sens une pointe de déception chez Joe là. Quoi, oh non, je veux pas d'un pouvoir, moi. C'est déjà plus de 11 millions d'exemplaires vendus en moins de 10 piges. C'est plus que Demon Slayer. C'est plus que l'Attaque des Titans. C'est plus que Berserk. C'est même plus que Psyren, un excellentissime manga. Ouais. Et donc, pour se préparer à déguster la fin, on vous propose 2 émissions My Hero Academia pendant ce petit cycle super-héros. Aujourd'hui, pendant 1 heure, on va parler des derniers tomes qui nous séparent de l'arc final et qu'on n'a pas encore abordé, puisque la dernière fois qu'on a parlé de la série, c'était une émission dédiée aux vilains dans My Hero Academia. Et on s'était arrêté au tome 31. On avait parlé Yakuza, on avait parlé de Stein, on avait parlé de l'Alliance. Donc aujourd'hui, on va reprendre chronologiquement et on va parler des tomes 32, 33, 34 et un peu du 35, les tomes qui arment l'arc final dont on parlera la semaine prochaine, des tomes presque de transition. Oui. Merci Johnny. C'est ce que j'allais dire pour chaque tome. Transition tome et toi. Bon voilà, c'est un petit teasing de ce que vous allez avoir dans cette heure d'émission. C'est parti aujourd'hui, on est juste avant la fin de My Hero Academia dans la 5e de couve. On ne pousse pas s'il vous plaît, on ne pousse pas, c'est inutile. Le public n'est pas autorisé à assister aux épreuves éliminatoires. Moi, je crois que je pourrais être un très bon ninja. À quoi vous jouez? L'heure est grave, c'est pas le moment de faire les guignols. Mais on n'a rien d'autre à faire, on peut pas sortir. On va leur faire notre attaque secrète, l'attaque de la Tour Eiffel, ils vont rien comprendre. Et il faudra aussi parler des dessins animés, notamment des dessins animés japonais qui sont exécrables, quoi, qui sont terribles. Oh, les bâtards! Oh, this you crazy mother... Vous êtes en train d'écouter la 5e de couve, le seul podcast où l'on peut découper, charcuter, dépecer et aimer My Hero Academia. La seconde A est là. Salut Joe, salut Cagnard. Ouais, c'est nous. Yes. Vous étiez en seconde A ou pas? Seconde B, seconde 2. J'étais en seconde B, je suis le mec ninja. Celui qui a les bandeaux qui fait changer de télépathie ici. C'était toi? Ouais, c'était moi. Cagnard, tu te souviens quel était ton numéro de seconde? Absolument pas, j'en ai fait 2. En plus? Bah oui. Du coup, comment... Mais tu te souviens d'aucune des deux? Moi, je vais dire la 5 et la 2. Allez. D'accord, très bien, merci. Si vous nous découvrez aujourd'hui, bienvenue. Il n'est jamais trop tard pour rattraper les centaines d'heures d'émissions disponibles dans votre application podcast favorite. La 5e de couve, c'est le podcast manga hebdo depuis bientôt 10 ans, donc scrollez un peu, vous tomberez forcément sur une émission qui vous parle et en scrollant, vous trouverez normalement d'autres émissions consacré à My Hero Academia par exemple. Et si vous aimez ce qu'on fait, soutenez-nous en partageant cet épisode, en laissant un commentaire, une note ou en parlant de cette émission à votre libraire. Allez, faites de la promo auprès de votre libraire, n'hésitez pas. My Hero Academia, ça va donc faire 42 tomes, soit autant que Naruto si on enlève la Grande Guerre Ninja. Je troll un peu, pardon. Ouais. 42, ok, c'est comme Dragon Ball. Ça va, ça c'est bon? Ouais, ça c'est honnête. Mais je vous le disais dans l'intro, on va pas parler du tome 42 aujourd'hui, la fin de My Hero Academia c'est la semaine prochaine, là on est avant la fin, on voulait prendre du temps pour ces tomes transitionnels, des tomes préparatoires pour la grande fin, des tomes qui permettent de placer sûrement ce que Horikoshi n'a peut-être pas eu le temps de suffisamment placer plus tôt et qui lui permettent de lancer l'arc final, donc les tomes 32, 33, 34 et un peu 35, mais j'avais ce sentiment là, qu'il avait mis tout ce qu'il avait pas eu le temps de mettre, il s'est dit non mais ça j'ai pas la place dans la fin, je vais le placer maintenant, avant que l'arc final commence. Bah il le dit littéralement en plus sur certains passages de cet homme-là où il dit que ça normalement cette séquence-là elle aurait dû arriver beaucoup plus tôt dans le récit, mais finalement là je parle de la séquence du traître où il le dit dans les interchapitres qu'en fait ça il voulait le faire rentrer avant mais il pouvait pas, mais du coup je pense que par contre pour accéder à l'arc final, oui il avait quand même besoin de passer par cette révélation, tu vois. Le tome 32 donc, on arrive dans une cité, enfin dans un pays qui est totalement ravagé. Deku est devenu un chevalier solitaire. Il est devenu une sorte de Batman sans l'argent, quoi. Ouais, bah si, c'est ça. C'est un peu ça. Il a pas Robin, il a pas Alfred, et enfin si, il a All Might qui fait office d'Alfred. Ouais, puis il se lave pas. Il mange un peu avec All Might, mais sinon il se lave pas trop. Il sent pas très bon. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette phase du Dark Deku version solitaire? Alors j'assume, je veux mettre personne en danger. Alors le truc c'est que moi je m'étais arrêté pile là la dernière fois, donc j'avais quand même vu la proposition graphique on va dire de Deku, et
qui m'avait pas impressionné plus que ça, mais je m'étais dit bon ok ça peut être sympa. Plus après les gens qui m'en ont parlé m'ont dit ouais c'est la période tu sais Dark Knight Year One, tu vois, de Deku et tout. Je vous avoue que je suis un peu déçu de ce que ça donne au final, parce que on dirait qu'il part et qu'il abandonne tout et compagnie, mais il est pas vraiment tout seul. Il est quand même bien accompagné, mine de rien. Il y a All Might qui est là, il y a Endeavor qui est là aussi. Enfin, il est pas tout seul non plus. Par contre, ce qui m'a beaucoup plu dans cette séquence, c'est l'ambiance de la ville, l'ambiance apocalyptique de la ville. Ça, par contre, j'ai trouvé que c'était très réussi. Là, on rentrait dans autre chose de My Hero. Ouais, mais tu vois, l'ambiance, elle serait pas là sans ce côté je suis Dark Deku, tu vois. Oui, mais il est pas Dark Deku, il est pas du tout. Non, Dark il Deku. l'est pas, mais C'est plutôt, tu vois ce que je veux dire. Il est Emo Deku. Ouais, c'est ça, il est Emo Neketsu Deku, tu vois. Mais s'il n'y a pas Dark Deku, ça change rien. On est dans un monde post-apocalyptique. Ouais, mais l'ambiance, le monde 2000, enfin les méchants dominent le game, qu'ils soient là ou pas. Ouais, mais le sentiment à la lecture serait pas le même s'il était en mode super gentil. Allez, on va tous y arriver, les copains. Ouais, moi je suis un peu d'accord avec Cagnard. Ouais, je m'en vais pour pas vous faire de mal, etc. C'est le truc habituel avec Deku qui est un peu horripilant, c'est que c'est un héros trop gentil, quoi. On est sur le problème du personnage de Deku aussi, hein. Ça fait plusieurs fois, en tout cas, qu'on l'a dit. Oui, voilà, c'est pas un mauvais personnage. C'est pas comme si on l'avait changé entre 30 personnage. tomes. Là, il y a limite un côté, mais faites pas ça à Deku, ça marchera jamais, tu vois. Vous pouvez pas le rendre mauvais, enfin, essayez de le rendre mauvais, parce qu'en plus, il ne l'est pas littéralement, il est genre trop gentil, et c'est pour ça qu'il veut blesser personne. Mais du coup, je trouve qu'il y a limite un truc où ça marche pas dans le bon sens. Faites pas ce genre de truc avec ce genre de perso, tu vois. Je trouve que ça ne fonctionne pas bien. Mais encore une fois, si toi t'as pu te concentrer peut-être plus sur l'aspect dark du personnage, eh ben moi je m'y suis plus retrouvé dans la ville. Et par contre, je pense que amener cette séquence, on va dire très dramatique, dans ce moment-là dans My Hero, je pense que c'est important. Et si ça marche pas avec le héros, mais que ça marche avec l'ambiance, moi ça me va. Hein, y a pas de souci. Oui, peu importe ce que t'aimes dans ton gâteau. Si à la fin t'es content de l'avoir mangé, c'est le principal. C'est clair. Et malgré tout, effectivement, Izuku reste lui-même, parce que dans les combats, je trouve qu'il essaye encore de comprendre ses adversaires, même s'il est tout seul, de les raisonner, de discuter avec eux d'abord, avant de leur taper sur la gueule. Surtout qu'il est devenu quand même méga puissant maintenant. Alors, on est d'accord. Il est quand même... mais il discute trop. Oui, il parle trop. Oui, mais ça, justement, ça va être le fil rouge pendant les 10 derniers tomes. Et essayer de comprendre son ennemi pour dire « Ah, mais t'es pas vraiment méchant. En fait, t'as une enfance difficile. » Ça l'a été depuis le début, hein, au final. Oui. Tu vois, là, pour moi, on arrive à ce moment-là, on voit qu'il a il a d'autres pouvoirs, il est rentré en communion avec les anciens et tout. Mais j'ai envie vraiment qu'il tatane à mort. Et même ça, il le fait pas, tu vois. Si, il le fait. Ça aurait été une bonne manière de le montrer vraiment dark, alors, de le faire vraiment écraser des gens, s'enivrer un peu de sa puissance aussi, tu vois. Mais du coup, bon, les pouvoirs sont très stylés, ça, il y a vraiment rien à dire. Mais j'avais envie de lui mettre des petits coups de coude, mais écrase-les, enfin. C'est l'apocalypse. Le tome 32, c'est un tome de transition. On découvre les pouvoirs et c'est pour ça qu'on n'a pas tout de suite de méga combat. On peut le dire sur tous les tomes, là. Ouais, on peut le dire sur le 33, le 34 aussi. Oui, mais je trouve que sur les autres tomes de transition, il y a vraiment de la castagne avec, on en parlera tout à l'heure, mais la stratégie sur les pouvoirs. Et là, clairement, pour l'instant, on dit juste, bon bah voilà, j'ai un filet noir. Ouais, mais tu vois, le moment où il s'enivre, à chaque fois, il y a un des personnages, un des anciens détenteurs qui le résonne. Ouais, comme toi. Donc en fait, ça monte, mais il le fait redescendre sur Terre tout de suite. Et le fait qu'il ait quand même 8 ou 9 types derrière qui lui disent quoi faire. Ça fait des conversations compliquées quand même. Hein. Dans le manga, je trouve c'est un manga qui est très bavard, hein, mine de rien. My Hero, de base, c'est un manga qui est bavard. Et d'ailleurs, il y a quelque chose que j'ai retenu en relisant là. Je sais qu'il y a toujours un truc qui m'a un petit peu dérangé dans My Hero, c'était peut-être l'émotion qu'il pouvait mettre dans certains persos ou autres. Là, je pense que j'ai chopé un truc. En fait, tous les combats et tous les personnages qui combattent dans My Hero sont hyper tactiques. Ils sont tous super tactiques. Évidemment. Et même les entraînements que les enfants font, c'est toujours travail d'équipe, tactique et compagnie. Et si tu le compares par exemple à un manga comme Naruto, dans Naruto t'avais Shikamaru, c'était le technicien, c'était le tacticien, donc t'avais que ces combats qui étaient dans cette veine-là, alors que dans My Hero ils le sont vraiment tous.
Et je trouve que parfois ça a tendance à alourdir un petit peu les combats. Et je pense à ça parce que justement les conversations avec les anciens possesseurs de l'alter, je crois qu'au bout d'un moment ça donnait un peu un capharnaüm de tout le monde parle en même temps, ils se répondent, il y en a deux qui regardent le mur, qui osent pas regarder des coups et tout. Des fois ça participe, je trouve, au too much un peu du manga, tu vois. Ouais, mais c'est une méthode d'affrontement qui est pensée, c'est théorisé quoi. Je peux pas critiquer pour ça. Quand on est un super-héros, on doit avoir une tactique. Bien sûr, je peux pas critiquer pour ça, mais je trouve que parfois c'est un peu too much. Il y en a vraiment un peu trop. Et Lady Nagant, Lady Nagant. Nagant. Je sais pas, moi j'appelle Nagant. On l'appelle comme tu veux, Joe. Bah, on doit en parler. Le personnage est super bien. Ouais, elle est triste son histoire. Mais très vite, on a le droit au flashback, on a le salade tomate oignon du personnage. C'est un peu ça pour les autres personnages à suivre dans les autres tomes. Hein. Mais c'est vrai que moi j'aimais bien ce personnage et c'était un peu un petit ascenseur émotionnel, parce qu'il y en a un où c'est un grand ascenseur émotionnel, on va le voir sur un autre tome. Mais moi j'étais un peu déçu qu'elle parte aussi vite. Et très bien. Et l'attitude de All Might au milieu de tout ça, presque effacée, presque. Une lock. Bah moi tu connais ma théorie, hein, il aurait dû mourir au tome 10, donc il est là, c'est bien, c'est cool. Bah mais... non justement, parce que si c'était le tome 10, c'était trop c'était cliché, trop cliché. Non, Lady Nagant, elle nous rassure pas, mais elle nous prouve encore une fois que le monde des héros est pas tout blanc et pas tout noir, et que c'était évident qu'il y avait une part d'ombre dans tous ces héros qui font le bien dans la société. Et ça, c'est le truc habituel. On en parlait pour One Punch Man la semaine dernière. Mais clairement, les héros, c'est pas que des gentils. Et elle était là pour essayer justement de cacher tout ça. Là, on voit typique des séries de CIA. Tu vois ce que je veux dire ? L'ennemi de l'intérieur. Ouais. Et pour dire, c'était celle qui était avant Hawks, quoi. Par contre, c'est un personnage qui, je trouve, est assez représentatif de ce que fait l'auteur. Là, maintenant, il est vraiment capable de te faire introduire un perso en un tome, de te mettre son background, de te prendre émotionnellement. Et malheureusement, des fois, t'as un petit peu l'impression que ça va trop vite. Je pense que Lady Nagant, il y a ça. Et Max, je sais pas si tu te souviens, on en parlait pour le méchant qu'il y avait dans l'arc de la fête de l'école. Moustache Man, qui est un personnage à qui il a accordé beaucoup d'importance, et c'était bien, c'est bien, ça se voit qu'il est impliqué dans ces méchants et tout. Et t'as toujours ce truc mais t'en as fait un méchant si cool pour une histoire si petite, au final, tu vois, c'est limite un peu dommage. Et Lady Nagant, elle me rappelle un peu ça. Genre, je la connaissais pas, elle est arrivée, j'ai été pris dans son histoire et elle est repartie. C'est vraiment. Mais par contre, il faut une vraie force scénaristique pour faire ça, pour ancrer ces personnages aussi rapidement chez le lecteur. Je trouve que c'est fort. Oui, mais à la fin, t'as quand même envie qu'il fasse une sorte de Suicide Squad en prenant. C'est ça, t'es là, mais attends. Prenant Lady Nagant, mec à la moustache. Continuons, tu vois, continuons avec eux, j'aime bien. Ouais, ils sont en prison, on les a sortis, bref. Ça, c'est un autre univers. Là, l'univers, il devient totalement sombre, puisque pour le monde entier, les lambdas de cet univers, les héros sont devenus le problème de la société et plus la solution. Oui, alors ça, mine de rien, c'est assez marrant parce que c'est quelque chose qui flâne avec le début du manga, en fait. Depuis le début, il y a des gens qui s'opposent aux super-héros, et ça, je trouve que c'est assez malin de la part de l'auteur, parce que à un moment, j'ai eu un peu peur d'un gros revirement de situation du public. Et j'aime pas quand il y a tout le public qui parle d'une seule voix en disant bouh, les héros et tout. Alors arrive au tome d'après, la foule. Oui, c'est le tome 33. Ah oui, c'est le tome d'après, mais alors que là, je trouve que c'est une bonne chose, ça vient petit à petit. Le fait qu'ils perdent de leur superbe, en fait, c'est un travail qui a commencé déjà depuis plusieurs tomes. Oui, mais c'était c'est le passage My Villain Academia. Ouais, c'est ça. Où on joue sur l'opinion publique et on n'essaye pas de garder les super-héros comme absolument intacts, parce qu'en fait, c'est à ça que sert la série. Hein. Elle sert beaucoup à démolir la figure du super-héros. Oh oui, clairement. C'est un des rares mangas. Enfin, de toute façon, il n'y a pas non plus 15 milliards de mangas de super-héros. Mais effectivement, il travaille très bien là-dessus. Juste un petit truc sur le tome 32 encore. C'est qu'on voit les lycéens des autres bahuts. Ouais. Bon, vite fait. Alors pas longtemps, ils ont le droit à quelques pages, mais souvent, tu sais, quand tu vois des personnages d'un autre village dans Naruto, dans un tournoi de Dragon Ball, qui viennent d'ailleurs, etc., ils sont très furtifs, ils passent une fois puis ils disparaissent. Mais moi, j'aime bien quand on les revoit
comme de manière technico-pratique, genre c'était pas juste des figurants, c'était pas juste des PNJ. Oui, bah ça ancre l'univers encore plus, et la plupart du temps, bon là on est en fin de série donc ça marche pas comme ça, mais ça te donne aussi un peu une échappatoire en essayant d'imaginer un petit peu ce qu'il y a dans les autres mondes, et donc potentiellement ce qu'il y a dans la suite des aventures. Mais là effectivement c'est des figurants, hein, Maxime, c'est des figurants. Ouais, mais c'est des figurants qu'on leur chapitre. Ouais, oui, ils ont quand même. Ils ont des lignes de dialogue. Ils ont un cachet à la fin. Tu vois ce que je veux dire ? De sitcom, il y a special guest et voilà, ils sont venus et tout, ils ont pris le chèque et tout, c'est cool. Non, tu sais, on dirait que c'est comme si Ricochet se disait non, mais je les ai pas créés pour rien. Il faut que je montre que effectivement tout ce monde de super-héros agit main dans la main presque. Ouais, et vit à côté des histoires qu'on est en train de lire aussi, quoi. C'est pas que Lua, c'est pas que UA, c'est pas que Izuku, c'est pas que ça, quoi. Il y a un monde autour, quoi. Hein. On se souvient pas de tous les prénoms, mais même de la classe. Mais même de la classe, on se souvient pas des prénoms de tout le monde. En fait, moi, quand il a fait son pouvoir séisme, j'ai fait c'est toi. Tu es séisme. Bon. Je m'en rappelle plus. Séisman. Passons au tome 33. Le tome 33, c'est la fin du Dark Deku. Hein, c'était rapide. Ouais, ça allait vite. Hein. Les potes du lycée arrivent à la rescousse et ils sauvent Izuku parce que on les a depuis le début. Il y a pas moyen qu'on les lâche, et donc on les aura aussi sur la fin. C'est ça que ça nous dit d'entrer dans ce tome 33. Ouais, moi je trouve que ce tome 33, il est très, très puissant dans les émotions, aussi bien psychiques que graphiques au final. Et moi je pensais que c'était une sorte de transition de chill, un peu comme la mouvance du tome 32, mais là franchement avec toutes les émotions qu'il y a eu dans ce tome, ça m'a épuisé mais en même temps requinqué, donc un peu paradoxal, mais franchement graphiquement pour moi là on est vraiment dans ce qui se fait de mieux depuis le début de la série. Après c'est pas étonnant, l'auteur Koyo Horikoshi, il a évolué, il a dessiné la série tous les jours depuis 7 ans quand il était au tome 33 et puis relativisons, il a 8 assistants quand même. Mais je sais pas, moi je trouve que c'est quand même ouf. Il y a des planches, moi j'aimerais bien les voir en vrai, parce que je suis sûr que si je les vois dans une expo, j'aurais des frissons. Mais clairement, il y a tellement d'émotions dans ce tome que c'était fou. T'es fan de Bakugo, toi, hein, je suis sûr que c'est ça. Non, pas du tout. Quand Ochako a fait son discours, franchement, moi j'ai fait mais je trouve que les émotions, il va les chercher avant, à partir du moment où Bakugo se retrouve face à Deku et il s'excuse, quoi. Ouais. Ça, c'est un truc qu'on voit pas si souvent que ça. Ouais, complètement. Moi, je suis complètement d'accord pour le coup. Franchement, le tome il m'a pris. Alors c'est gnangnan, hein. Ouais, la vache, il y a de la guimauve dans tous les sens. Ah ouais, c'est le et puis là il révèle son complexe d'infériorité. Ah ouais, non, mais ça marche à la perfection. Le fait que chacun des amis vienne, essaye d'arrêter des coups et avec chacun avec une belle phrase et tout, c'était gnangnan as fuck. Mais honnêtement, moi j'ai eu une petite larme à l'œil quand même. Là, franchement. Tu vois, il sait le faire, ça, il sait vraiment bien le faire et ça marche bien. Et tu vois, je ne peux même pas critiquer cette séquence parce qu'elle est gnangnan. Elle a besoin d'être gnangnan, vraiment. Et en plus, je trouve qu'il fait ce truc qui est assez intelligent. À un moment, t'as tous les amis qui lui disent un peu mais regarde, en fait, tu pleures plus. C'est bizarre, tu pleures plus. Et ça, j'ai trouvé que c'était hyper intelligent parce qu'on a beaucoup critiqué Deku parce qu'il pleure tout le temps. Et là, justement, dans sa version Year One, on va dire, là, en fait, il a arrêté de pleurer et je trouvais ça vachement malin, symboliquement, tu vois, de dire, mais en fait, tu pleures plus, faut que tu recommences à pleurer. Et évidemment, il va se remettre à chialer. Et la phase avec Bakugo, honnêtement, moi, je pensais que leur différend, il était réglé. Je pensais que, tu sais, il s'était réglé au précédent combat. Quand il lui a révélé son alter, etc., ouais. Et du coup qu'il en remette une couche, et en plus je trouve vraiment que ça sort de nulle part. Ça sort de nulle part pour moi. Mais comme à chaque fois que Bakugo il nous prend un contre-pied pour, c'est ça. Il devait être méchant, il n'est pas devenu méchant, il devait faire ça, puis en fait il est resté gentil. Il est drôle. Voilà, donc en vrai il nous met toujours à contre-pied avec Bakugo. Et c'est vrai que pendant longtemps on a pu penser qu'il allait faire une Sasuke. Ah oui, complètement. Trop facile aussi, en plus, c'est lui qui ouvre la danse en faisant péter la première explosion et compagnie. Mais même pendant l'affrontement, je me suis dit, tiens, c'est bizarre, il est pas là. Donc, dans ma tête, je me suis dit, forcément, il va arriver avec une giga bombe explosion à la fin. Et pas du tout. Il arrive pas du tout en méga explosion. Il arrive vraiment limite en s'inclinant. Ouais, c'est ça, explosion émotionnelle. T'as tout dit. Mais c'est vrai qu'au final, Bakugo, ça reste un personnage que
les gens aiment depuis le début. Je crois que c'est dans le tome 35 ou 34 où il y a le top classement. Le top classement oui, il est deuxième. Il est deuxième. Ouais. Il est deuxième, pas loin, à 20 000, je crois, alors que Deku doit être à 25 ou 28 000, un truc comme ça. Mais oui, il a toujours été. C'est ça, 20 000 et 28 000 pour Izuku et Shoto en troisième. Quelle mémoire. Personnage qui a, mine de rien, eu la croissance scénaristique la plus intéressante, à mes yeux, en tout cas, dans le récit, parce que, en plus, n'étant pas le personnage principal, on s'est très rarement, vraiment concentré sur lui, comme Naruto a pu le faire avec Sasuke. Donc, Bakugo, il me donne vraiment l'impression d'avoir compris les trucs tout seul. D'avoir compris les trucs vraiment, genre en faisant un cheminement dans sa tête, et je trouve ça vachement bien. On n'a pas eu un arc Bakugo. Non, il y a le moment où il se fait kidnapper. Ouais, mais c'était finalement pas tant que ça. Je crois pas qu'il ait découvert quelque chose à ce moment-là, tu vois, sur lui-même. Il y a eu un flashback, son enfance. Ouais, après de toute façon, ils ont tous leur flashback. Ochako a eu son flashback, et donc Ochako a son discours mobilisateur. Tu sais, c'est vraiment on l'avait quand on avait joué au jeu de rôle au moment du Nouvel An. C'était un des super pouvoirs qu'on pouvait avoir dans ce jeu de rôle. C'était le discours mobilisateur. Elle, voilà, ça a été son action, son super pouvoir à ce moment-là, ça a été le discours mobilisateur, quoi. Ouais, m'a fait pleurer. Moi ça marche toujours un peu moins comme oui, parce qu'en face t'avais la foule. Oui, c'est ça, et la foule, putain, ce qu'ils sont cons, quoi. C'est vraiment au début je croyais que c'était des gens qui avaient été payés, moi, et en fait non, c'est vraiment des gens. Ils étaient tous contrôlés, tu vois. Là j'aurais dit ok, mais là ils sont vraiment très cons, quoi. C'est genre, tu sais, même d'un point de vue logique, c'est genre, vous avez littéralement le héros le plus puissant qui est là. Pourquoi vous voulez pas le garder avec vous, en fait Mais après, en vrai, on sait pas, parce que tu sais, on sait qu'il y a des taupes à l'intérieur qui veulent. Donc ça se trouve, c'était les taupes qu'on leur a dit. Il faut que vous dites. Limite, ça, j'aurais compris, tu sais, qu'il y ait des taupes dedans et qu'ils soient là. Mais faudrait chercher, ça se trouve, il a vraiment fait les ça. mêmes. En fait, faut retrouver les visages, parce qu'on n'a pas comparé. On a vu les tomes, les taupes après. Dans le tome suivant. Ouais. Il y a la foule qui était censée faire un truc et finalement qui ne le fait pas. Parce il le fait pas, tout de suite. Oui, non, c'est pour ça. Et du coup, ça se trouve, les visages de ces gens, c'est les mêmes qui ont discuté, on n'a pas regardé. On aurait dû vérifier. Ouais. On aurait dû enregistrer l'émission avant d'enregistrer l'émission. Alors qu'en plus, tu dis, c'est des adultes et ils ont en face d'eux un gosse qui est littéralement en lambeau, tu vois. Mais oui, mais ça, justement, il l'oublie, et c'est bien, et c'est ce que dit le Ochako, c'est regardez-le vraiment. C'est un ado de 16 ans, les gars. Vous demandez à un ado de 16 ans. Heureusement qu'il a retiré sa capuche avant de venir, parce que sur les dernières pages, il est littéralement en mode berserker. Hein. C'est vraiment... Enfin, j'ai l'impression que la référence, elle est un peu claire, que c'est un Guts très énervé, quoi. Mais elle est très stylée, hein, son costume en version complète. Quand tu le vois au tout début, tu repenses à son premier costume, quand tu le vois débarquer avec des sortes d'oreilles et tout, tu dis, mais qu'est-ce que c'est que ce costume, quoi. À quel moment ça pourrait être stylé? Et en fait, ça le devient. Et c'est là où tu te dis que, en termes de chara design, il avait pensé son truc vraiment dès le début. Et c'est là où tu te dis bravo d'avoir pu anticiper les choses comme ça. Et puis surtout, on voit Stein, mais sans sa tête de Stein. Ah oui, c'est à la fin de ce tome. Avec son menton chelou, là. Ouais. Et son masque, son masque sur les yeux, là, il est en contenu bizarre. Je sais pas si c'est des plumes, de la peau, je sais pas ce que c'est, mais ça m'a dégoûté. Mais j'ai heureusement qu'ils disent, mais c'est toi Stein, parce que sinon on le reconnaissait pas, quoi. À aucun moment tu te dis. Il a quand même sa langue, tu sais, il y en a pas 15 000 qui lâchent leur couteau comme ça, donc on l'aurait reconnu. Mais du coup, on a ce personnage-là, qu'on a quand même bien aimé, mais qui revient à contre-emploi. Ou alors il est toujours dans... Non, je sais pas, en vrai, si on peut dire contre-emploi. Non, c'est pas lui-même. Ouais, il est fidèle à lui-même, c'est ça. Il est fidèle à lui-même. Je pense que son but, c'est de garder les vrais héros. Et pour l'instant, même s'il a tué des gens qui sont entre guillemets innocentes, ils avaient perdu le statut de héros, vu que justement, comme Lady Nagant disait, il y a des héros qui méritent pas d'être héros. Là, lui, il était un peu à l'extrême, c'est-à-dire que si t'es un héros juste pour gagner de l'argent, il te tue. Pas de chance. Mais en soi, il restait fidèle à lui-même. Hein. Il y a un petit côté tournée d'adieu All-Star Game quand même dans cet homme pré-arc final, parce que tout le monde a son moment, tout le monde a son passage ou son flashback, ou soit ils retournent chez eux, soit il y a toujours un moment, chacun a son passage d'existence, quoi. En plus, Stein, ils l'ont rendu un peu marrant.
Ce qui est, jusque-là, il l'avait pas fait, mais là, bon, il est rigolo à ses dépens, on va dire, mais du coup, ça l'adoucit un petit peu. Et puis, il y a la mère de Deku qui traîne toujours dans le coin, et moi, je sais pas pourquoi, mais j'aime bien la voir à chaque fois. Elle est là, quand même, dans le décor, elle s'inquiète pour son fils et tout. Normal. Et donc, oui, ce qui est normal. Mais du coup, ouais, il y a un peu côté tournée d'adieu, My Hero Academia 2025 et tout, on pense à vous. Et c'est toujours des tomes qui sont toujours assez marquants et ça sent la fin, quoi. Ça, ouais. Quand tu lis ce genre de trucs, ça sent fort la fin quand même. Mais à chaque fois, moi je m'étrangle quand je vois des sortes, pas des incohérences, mais que je vois qu'on oublie tel personnage, qu'on veut vite avancer à la fin, que pour nous nourrir le scénario, on va dégager telle ou telle chose. Mais finalement, avec cet homme transitionnel, il rend hommage à tout le monde. Oui, c'est ça. Comme je te disais tout à l'heure, les lycéens, ils étaient encore là. Alors, soit, effectivement, ils ont 3 lignes de dialogue, mais au moins, tout est un peu cohérent, tout coexiste. Bon, après, normalement, tu fais ça après ton combat final, mais lui, il a décidé de le faire avant. Après, je trouve que c'est un des défauts qu'on peut mettre sur My Hero Academia, mais au même niveau que One Piece. C'est aussi une série qui souffre de son nombre de personnages et qui souffre de la passion de son auteur pour tous ces personnages. Et qui, du coup, comme tu dis, voilà, il est hors de question de partir sans montrer tout le monde et sans raconter au moins un truc sur tout le monde. Il n'est pas question juste de les voir, on va raconter au moins un truc. Et donc voilà, c'est parfois je trouve un des défauts de la série parce que ça ralentit le rythme, comme tu dis, et tu dis on pourrait pas accélérer, mais en même temps. Sauf que si tu accélères, tu te dis ouais mais attends, il se passe quoi là pour les autres lycées? Ben moi j'y pensais plus à ces personnages, tu vois, mine de rien. En relisant My Hero, j'y aurais repensé. Moi je pense à eux, tu vois. Ouais, moi je pense à Bulletman, le mec qui changeait les gens en boule de viande là. Je te souviens pas? Dans un des examens. Avec Bakugo, il s'est transformé en boule de viande, je crois. Non, mais ça me fait penser aux boulettes dans Hunter x Hunter, dans l'arc Chimera Ant. Ils font des boulettes d'humains, voilà. Ah, oui, mais ça, eux, ils restent pas vivants. Alors que lui, Bulletman, il reste vivant, les boulettes. Non, j'ai plus. Il s'appelle pas Bulletman, hein, mais c'est bien Bulletman. Oui, on va faire un peu plus confiance au traducteur. Hein. C'est ça, on arrive au tome 34. Là, ça commence à sentir vraiment la bagarre finale. Mais dans ce tome 34, il y a un truc qui, là encore une fois, me fait plaisir. C'est que depuis le début, et ça on le savait puisqu'il l'avait déjà évoqué, mais on se dit oui, mais là ça se passe au Japon, et en dehors du Japon, qu'est-ce qui se passe? Les super-héros, ils doivent exister partout dans le monde entier. Ouais, il doit y avoir des écoles et tout. On sait qu'il y a des lycées, on sait qu'il y a des super-héros probablement peut-être plus puissants que les super-héros japonais, même si All Might c'est All Might, il y a probablement des mecs aussi très forts, et là on les découvre, et on découvre les super-héros étrangers et le super-héros américain ou la super-héroïne américaine qui débarque Stars and Stripes. Moi franchement boulet de canon. Bah, c'est ça, et ça m'a fait penser un peu à Solo Leveling parce qu'ils ont ce même problème de sauver le monde, et du coup il y a tous les super-héros du monde qui se rejoignent, et là moi ça a été comme Lady Nagant mais en 10 fois pire, parce que franchement dans quel sens? Moi j'ai adoré ce héros Stars and Stripes, et c'est un ascenseur émotionnel mais atmosphérique avec elle, du coup, parce qu'elle a un pouvoir tellement pété, le New Order, où en gros quand pendant son nom qu'elle vient de toucher, elle peut le soumettre à ses propres règles, donc genre je touche l'air et puis je dis il n'y a plus d'air à 100 mètres, et je trouve que ce pouvoir il est tellement abusé, et de toute façon c'est ce qu'il va nous dire All for One là-dessus, et il est tellement bien son combat, elle fait tellement de choses, et c'est la même chose que Lady Nagant, elle arrive en seulement un tome, on met son background, on met son truc, etc. Et elle part. Et là je fais mais là par contre c'était vraiment beaucoup trop d'émotions, et j'ai eu l'impression que franchement l'auteur il ne nous laisse plus nous reposer en fait, et il compte bien faire son arc final, je sais pas moi, un feu d'artifice d'émotion, mais moi j'ai été happé par ce tome 34. Le super-héros égyptien, j'avais trop envie de le voir aussi. Ouais, grave. C'est vrai. Franchement, tu sais pas ce que c'est sans pouvoir, il avait trop envie d'y aller. Tu fais, vas-y, mon gars. C'est trop abusé en plus, cette tenue. Tu fais, oh là là, vraiment égyptien. Mais non, mais toute la géopolitique, je trouvais ça intéressant de pas l'esquiver en tout cas. Même si c'est pas traité de manière après, super c'était logique. sérieuse. Non, mais au final, tout ce qu'il a dit, c'est aussi pour ça qu'on reste sur le Japon. C'est que chacun reste campé sur ses positions parce qu'il doit protéger sa nation, et c'est logique.
Oui, mais je trouve c'est important de, même si c'est logique et naturel, Oui, je mais trouve c'est faut le important dire. de Oui, le je pense dire et qu'on de le y pense montrer. pas, et du coup, Ouais, en vrai, peut-être qu'il a aussi pas voulu cramer des cartouches sur des potentielles suites, des potentiels spin-off, tu vois, sur des personnages dans d'autres pays et compagnie. Là, en plus, en fait, tu sais, je pense qu'il est un peu piégé par le fait qu'il fait intervenir des héros d'autres pays, mais il peut pas en faire intervenir trop parce qu'en fait, ça va être des passe-plats là, ça va être mine de rien un petit peu des passe-plats. Tu vas pas pouvoir les garder pendant des tomes et des tomes. Donc, Ouais, mais on aurait eu envie de voir Baguetteman, tu vois. oui, Super-héros français. si, il existe. Mais là, franchement, il en a mis une seule. Moi, je vous avoue que j'ai détesté le Chara Design. J'ai détesté son nom. Je disais, mais c'est quoi ce nom, la Star and Strip? Mais j'ai détesté la manière dont elle se déplaçait, vu qu'elle se déplace sur des avions avec toute des sa furtifs. famille, là. Et j'ai adoré le combat. Je l'ai adoré. C'est honnêtement... Je sais que je suis toujours très dur avec My Hero Academia, mais c'est le premier combat dantesque que j'ai lu dans My Hero Academia, vraiment. À la lecture, j'étais en mode là, on est en mode d'ici, tu vois, genre les dieux sont parmi nous. Et alors, le combat a un avantage, c'est qu'il se passe dans le ciel. Du coup, ça fait un combat qui est moins chargé visuellement, et donc où tu sens qu'il peut se faire vraiment plaisir sur les coups. Enfin, moi, je suis un grand fan du comics Invincible. Là, j'étais dans Invincible. Là, il y avait vraiment la puissance est tellement dingue, les coups sont tellement dingues que c'était la première fois que je me disais putain, là, c'est la première fois que je vois des vrais super-héros dans My Hero Academia. Et comme disait Joe, le pouvoir. C'est un de mes collègues qui m'a dit ouais, il lui a trouvé un Jojo pouvoir. J'ai dit, ah oui, c'est ça. Il lui a trouvé un Jojo pouvoir et c'est une trop bonne idée et ça fonctionne en plus à la perfection avec ce que veut faire All for One derrière. Donc franchement, la maîtrise est totale. Et bah, le fait qu'elle meure, c'est exactement comme ce que Joe a dit. Il est fort, il l'a fait arriver vite, il l'a fait repartir vite. Et toi, t'es déjà attaché à elle alors que t'as découvert littéralement ce perso il y a 150 pages, quoi. Mais ça fait quoi chez vous? Moi, ça m'a déçu. J'avais une sensation de j'ai créé un bon personnage que j'ai vite expédié. Tant pis, allez, à la suite. Ouais, je suis pas sûr. J'avais une sorte de déception quand même. Moi, j'ai à la réfléchi fin. et je me demande si c'est pas un petit ressort scénaristique pour affaiblir justement le méchant qui était trop fort, en fait. Parce qu'au final, avant de mourir, elle lui pète quand même pas mal de ses pouvoirs. On sait qu'il a perdu le pouvoir de réflexion, par exemple, et certainement le fait d'avoir perdu ce pouvoir va peut-être l'handicaper pour la suite. Mais j'ai l'impression que il s'est rendu compte que All for One était vraiment trop pété lui aussi, et il s'est dit bon allez, vas-y, je vais lui montrer qu'on peut quand même la battre, etc. Et quand elle part elle en feu d'artifice en tuant beaucoup d'altères de son côté, bah ça nous rassure sur le fait que peut-être on va le battre, tu vois. Ouais, mais ils n'étaient ça un pas peu obligés comme de ça. la tuer, tu vois. Ils auraient pu. Si, non, parce c'est qu'elle lui mettre elle est trop un puissante. parachute. Bah si, Elle est Non, trop mais une fois puissante. qu'elle avait plus l'altère. Bah même Bah non, parce même que une si elle fois a plus qu'elle a d'altère, tu sais le combat final, l'autre il aurait été trop fort. le combat Du coup, final, au final. un combat final de Neketsu, on va dire, ça doit quand même se régler en famille, tu vois. C'est les persos qui sont là depuis le début qui règlent ça, pas un personnage qui vient d'arriver il y a 2 tomes qui est surpuissant, tu vois. Ouais, mais comme il y avait le côté militaire, armé, organisé, c'est les Américains qui débarquent, tu vois, il y avait une espèce de, je sais pas. Ouais, mais pour moi, elle est trop forte. Elle est trop forte pour la garder parce que même si elle avait eu moins de pouvoir, de l'autre côté, en termes stratégie et compagnie, ça aurait été vraiment. Enfin, il aurait fallu l'intégrer à la bataille finale aussi, et on aurait été obligé de lui donner un rôle vachement secondaire dans la bataille finale. Donc, je pense que vraiment, en plus, s'en débarrasser, tu t'y attends pas trop non plus à ce qu'elle meure. Je pense que c'était une bonne idée. Je comprends ta frustration. Je Mais comprends. surtout qu'en plus, moi, j'ai vu les longs métrages animés où on voyage aussi un peu. Donc on sait que il se passe d'autres choses et qu'il a lui-même en tout cas validé d'autres choses, même si c'est pas forcément canon ou que c'est pas dans les l'histoire backgrounds de ses principale. persos. Ouais. Il y a All Might, on voit qu'il est Oui, quand il l'a sauvé là, quand elle était jeune. qu'il était aux États-Unis, qu'il a fait ses études là-bas, etc. Donc et puis même voilà ce côté militaire, genre les super-héros sont dans d'autres pays, c'est pas forcément une union des super-héros comme au Japon. Il y en a, c'est avec l'armée, d'autres tu peux imaginer que c'est encore autre chose, que c'est organisé de manière différente. Je sais pas, ça te donne Ça élargit l'univers. Voilà. Tout de suite. Hein. C'est ça que j'aime bien aussi avec après, ce moi, ce j'aime pas côté-là. trop voir l'armée débarquer. J'aime jamais trop ça. C'est toujours le même franchement, truc. Je sais que ils ont été sympas. Hein. les Japonais, ils ont aucun problème avec ça, mais moi, j'ai toujours un souci quand il y a l'armée qui débarque et qui vient défendre des vraies valeurs et compagnie. C'est toujours un peu problématique. Mais encore une fois, vraiment, Ouais, ils repartent vite en plus. oui, ils repartent vite. Bon débarras. Et Mais pas honnêtement, du tout. pour moi, le meilleur combat de tout le manga. Enfin, j'ai pas lu le tout dernier, mais honnêtement, celui-ci, je lui mets
Tu sais quoi, jusque-là, mais même dans les émissions précédentes, à chaque fois, j'avais dit les combats, ils sont bien, mais il manque un truc et tout. Là, je n'ai littéralement rien à dire sur ce combat, il est parfait. Moi, j'aime bien, à un moment donné, il y a un côté psychanalyse dans son affrontement du côté Tomura, All for One. On sait pas qui tu es, en fait. Bah, lui-même ne sait pas qui il est, du coup. Et j'ai trouvé ça super intéressant que, du coup, pour elle essayer de le tuer, elle est obligée de le nommer. Mais ça ne marche pas puisque lui-même ne se reconnaît pas derrière ce nom et donc il se lance dans un questionnement sur lui-même et j'ai trouvé ça assez délirant qu'au milieu d'un combat aussi patate, il y ait une phase, alors c'est pas non plus un chapitre, mais qui est 3 pages où il se questionne et il fait une autopsychanalyse, quoi. C'est pas non plus un truc si commun que ça dans les affrontements de manga. Souvent c'est entre eux, c'est une discussion, c'est j'essaye de te convaincre. Là c'est lui-même, il est dans sa tête tout seul et c'est rare qu'on soit dans la tête des méchants à ce point. Alors dans la tête des méchants complètement. Ce raisonnement là par contre je pense qu'on l'a dans plein de mangas où le héros se pose la question de qui je suis en fait qui je suis en réalité, alors que les méchants beaucoup plus rarement, je suis d'accord. Et ouais, d'ailleurs ils en parlent dans le tome d'après, certainement parce que ça a dû faire beaucoup réagir, mais à un moment l'auteur il parle de si elle l'avait appelé All for One dans son New Order, peut-être qu'elle aurait pu le toucher et qu'il serait mort différemment. Mais bon, on le saura jamais parce qu'on ne sait pas si elle doit nommer la personne et que la personne se reconnaisse. A priori, non, vu que lui, il ne se reconnaissait pas en tant que Tomura Shigaraki. D'ailleurs, il devait se reconnaître en Tenga, je pense, je ne sais plus comment il s'appelait, Tenga ou un truc comme ça. Non, pas Tenga. Pas Tenga. Mais c'est clair que du coup, il est forcément obligé de penser à ça. Et ça se trouve, si elle avait dit All for One, on aurait fini. On aurait fini le manga. Fin du manga. Allez, hop là. Ouais, mais 34 tomes, c'est trop mais court. ça n'empêche, non, c'était incroyable. Et très, très triste. On avait eu tout un arc avec les vilains, et puis ils disparaissent pendant 2-3 tomes. Là, tome 34, c'est le retour des vilains. On les voit, enfin. On les voit presque tous, même. Ouais, mais de toute façon, ils sont un peu omniprésents dans le manga. Ils sont un peu toujours là. Moi, mais ils avaient disparu. Ils avaient disparu juste les 2-3 derniers tomes depuis La Grande Évasion et compagnie. Moi, c'est littéralement ce que je préfère dans ce manga, c'est vraiment le traitement des vilains. Je trouve qu'il est dingue. L'auteur, il s'est mis une espèce de défi de mettre à la même hauteur émotionnelle les vilains et les gentils. Et je trouve que malheureusement, parfois, il empiète un petit peu dans son propre truc, mais je trouve que la cause est vraiment noble, tu vois, et il le fait bien dès qu'on parle du frère de Shoto, par exemple, au moment des révélations. Quand je dis les vilains, je dis pas les vilains, les méchants en général, je dis la troupe de base, quoi. Et la troupe qui a, mine de rien, créé des liens entre eux, des liens qui fonctionnent, je trouve, en plus. Ils ont des morts parmi eux, donc ils sont aussi affectés de ça. Et voilà, pour moi, c'est vraiment la spécialité de l'auteur, c'est vire les super-héros et concentre-toi sur les vilains, parce que même sur Patenga par exemple, je trouve que c'est un truc qui est vachement bien fait. À un moment il y a toutes ces mains qui sortent en même temps et je trouve qu'il apporte un soin à ce genre de dessin, à ce genre de mise en scène qui tiennent typiquement de l'horreur, vraiment de l'horreur, voire du body horror. Il y apporte un soin qui est vraiment complètement malade et ça se voit qu'il aime ça, quoi. Vraiment, il aime montrer ça. Et donc, pour moi, voilà, on est sur ce que je préfère dans cette série, c'est vraiment le traitement des vilains. Ouais, je pense que tu parles du tome 35 et en fait, il y a une citation à la fin du tome 35. Il se dégoûte lui-même. Il dit « Je sais bien que j'en suis le premier responsable, mais l'attaque des 1000 doigts de Tomura est vraiment dégoûtante. Quand je l'ai vu dans les pages du Shonen Jump, je me suis dit Burk. Pourtant, je m'étais bien amusé à la dessiner. À partir du prochain tome, vous allez voir nos héros en action, chacun de leur côté dans des combats, blablabla. Mais voilà, ça m'a fait rire de voir moi aussi, je l'avais noté. Ah bah... Tu vois, ça prouve qu'il aime ça. Il aime vraiment ça. Après, il prend un pas de recul. Genre, merde, je suis dans un magazine. Très pu le fait chier. Mais... J'ai vraiment fait un truc crado. Surtout que ses doigts, ils sont crado. Mais revenons sur le 34 avant d'aller sur la suite. Il y a un truc qui m'interroge toujours quand je vois ces mangas. C'est mais pourquoi c'est les mômes qui... toujours se retrouvent à devoir sauver le monde. Bah alors, oui, il y a plein de raisons. C'est parce que c'est un manga, parce que c'est dans le Jump, parce que ci, parce que ça. Mais je trouve que là, il est encore une fois cohérent. En tout cas, il trouve une cohérence dans son récit avec cette jeunesse. Parce que finalement, quand on y réfléchit, toute cette classe, toute leur formation, elle s'est presque faite non pas pour être des super-héros comme tout le monde,
comme les autres super-héros, comme les autres années, comme les autres classes, mais elle s'est presque formée pour affronter Tomura et compagnie pendant toute leur scolarité. Donc finalement, c'est pas si logique que ça soit eux qui se retrouvent à ce moment-là dans le plan final. Vous voyez ce que je veux dire ? Ouais, on voit. Ou alors c'est un coup du sort et ils ont pas de chance, mais oui, non, mais après de toute façon le grand méchant il a aussi 16 ans, hein, donc au moins on fait affronter des gens qui ont le même âge, ça c'est cool, mais oui, je vois ce que tu veux dire. Après All for One, il a un plan depuis longtemps. Après, moi, c'était un des problèmes que j'avais repéré, je pense, assez tôt dans My Hero. J'en avais déjà parlé dans les précédentes émissions. Et oui, je trouve que les enfants sont trop puissants et les adultes pas suffisamment puissants. Je pense qu'il y a un équilibre qui est mal géré à la base, qui fait qu'au final, là, on en arrive, il n'y a plus d'adultes suffisants pour combattre. Ce que je trouve problématique. Mais ça, il a expliqué aussi pourquoi. Je n'ai pas terminé. Mais je trouve que par contre, c'est intéressant ce qu'il a réussi à en faire au final. Partant de ce que j'appelle, moi, un défaut scénaristique, un défaut de puissance, je trouve qu'il arrive à en faire un truc assez équilibré où, comme tu dis justement, en fait, c'est un affrontement entre enfants. Parce que, en fait, les adultes ne participent quasi plus parce qu'ils sont soit trop vieux, soit ils ont déjà donné tout ce qu'ils avaient, ils peuvent plus. Et t'as vraiment l'impression d'un affrontement classe contre classe. Si tu regardes la classe des vilains, la classe des super-héros. Et je trouve que ça, au final, ce qui me dérangeait très fort au début de la série, ça s'est complètement atténué et je trouve que maintenant on est vraiment dans la pure logique de cet affrontement, quoi. L'avenir appartient à la jeunesse. Oui, mais sauf que Rechercheman là, il a expliqué que en gros les pouvoirs ils se développaient de plus en plus. Attends, c'est qui Rechercheman ? Puis le docteur là qui a suivi Tomura Shigaraki. Ah oui, ok, d'accord. Je sais plus comment il s'appelle, mais il expliquait une singularité des haltères ou comme quoi en gros plus les haltères évoluent, plus ils deviennent surpuissants. Et donc c'est pas anodin que les enfants d'aujourd'hui soient plus puissants que les adultes parce qu'à force de croiser tous les haltères du monde, et ben ils deviennent trop forts. Et c'est ça le truc qui va se passer à la fin, c'est que Tomura, lui, il veut être l'altère ultime de la Terre pour faire plier tout le monde, toi. Est-ce que ça veut dire que les enfants d'aujourd'hui sont meilleurs que nous sur les réseaux sociaux, par exemple ? Il y a des chances, hein, vu que nous, déjà... ça dépend de qui, en fait. Parce que est-ce que les enfants actuels sont meilleurs qu'un influenceur professionnel, tu vois, d'adulte à l'heure actuelle ? Je suis pas sûr, non, je pense pas. Mais en tout cas, c'est un truc... Bon, là, ce que tu viens de raconter, pour moi, ça fait partie d'un type scénaristique de bon, allez, on vous a calé le truc. En fait, ils deviennent de plus en plus puissants. Et on s'en fout. Ils vont se battre, quoi. C'est pas fou. Mais en tout cas, c'est, je trouve, un point sur lequel il s'est pas mal. Il a réussi à retomber sur ses pattes et de manière plutôt surprenante, je trouve. C'est ça, il retombe sur ses pieds et c'est pas toujours le cas, en fait. C'est ça aussi que je vois, c'est que dans l'histoire du manga de baston comme ça n'a pas été toujours le cas. Que les auteurs retombent sur leurs pattes. Par exemple, Tite Kubo, il retombe pas autant sur ses pattes, par exemple. C'est clair que Ichigo, lui, par contre, il est devenu surpuissant alors qu'il bat des gens qui ont 250 ans. Mais vous trouvez un peu dur sur lui. Ah bah si, arrête. Il retombe, scénaristiquement, il retombe pas mal sur ses pattes, il quand a même. peut-être 18 ans à la fin. Bon, alors ok, il a pris pas autant que Horikoshi. Mais il a fini par retomber. Il est retombé, il a fait des roulades. Et déjà, il était mort au tome 50. Et puis, allez, je reviens. Allez, salut. Bon, parlons du spoil de ce tome 34. Trahison. Ah ouais, la trahison. Et moi, j'ai très peur pour cette trahison, parce qu'on voyait beaucoup d'images où je voyais la fille invisible, et je dis, vas-y, c'est pas elle, je l'aime bien, moi. Et je fais, ah oui, heureusement, c'était pas elle. Et d'ailleurs, j'avais oublié son nom, du coup, je l'appelais Laserman, bien entendu. Mais non, Yuga, du coup, ouais. Yuga, bah ouais, non, mais effectivement, moi, je l'avais vu passer sur les réseaux sociaux, j'avais juste vu le mot trahison. Mais j'avais pas lu à l'époque, tu vois, quand c'était sorti au Japon. J'avais pas voulu savoir, je voulais la surprise quand même dans le manga, et c'était plus marrant de le découvrir comme ça. Et en fait, je m'attendais à ce que ça soit plus impressionnant. Ouais, trahison gentille. Finalement, la trahison... Alors, comme je savais qu'il y avait une trahison, peut-être que c'est pour ça que j'ai pas été surpris à la lecture. Moi, j'en savais pas et ça a été tranquille. Alors il travaille la séquence, pour le coup, comme Joe dit, il y a quand même une mise en scène qui fait que tu te demandes qui est vraiment en train de trahir, qui écoute qui et tout. Et en plus, il lui fait un chara design. Ouais. Après je suis d'accord que ça passe vite, ça passe vite, mais en même temps c'est encore un élément pour enclencher le scénario. Pour retrouver le méchant. Parce que sinon, en vrai, à part de la trahison auprès de ses amis, tu comprends
très bien que c'est une trahison qui n'a aucune motivation autre que de sauver ses propres parents. Donc tu vas pas pouvoir lui en vouloir non plus pendant 15 ans en fait à la fin de cette séquence. Même si on rappelle, attention, il a transgressé la loi. Ne l'oubliez pas. Est-ce que vous voulez vraiment faire confiance à cette personne? Ah ça oui. À chaque fois le flic le répète. Est-ce que vraiment vous voulez faire confiance à cette personne? Ah oui c'est vrai. Il y a toutes les 3 cases, il dit mais attention, n'oubliez pas, il vous a trahi. Ouais, non, c'est bon, c'est notre pote. Il y a un flic de série américaine dans le tech qui est là avec son côte. Mais qui est là pour de toute façon qui a conçu le plan d'ailleurs, le plan de la bataille finale. Hein, et finalement, il est quand même pas si anodin que ça, ce flic. Le plan il est cassé quand même. Hein. Le plan il dure pas longtemps, soit, mais il y a quand même une base de plan, tu vois. Moi j'étais content parce que je venais d'écrire, tu sais, en prenant des notes, je venais de dire ouais, ce qui me saoule un peu, c'est qu'ils aient tous des surtactiques, des tactiques et tout. Et là je fais attendez, c'est ça le plan là? Vous le mettez au milieu d'un endroit, on n'a pas, et vous attendez que le méchant se pointe. Bon, allez, c'est pas grave, hein, en vrai. Attends, c'est le tome 35. On arrive justement sur le tome 35, ça y est. Donc on sait qu'il y a eu trahison, on sait qu'il y a un plan. On sait que c'est le début de l'arc final qui commence au chapitre 343. Ouais. C'est au milieu du tome 35. C'est le début du dernier arc de My Hero Academia qui va donc durer 7 tomes. Ouais. À peu près, quelque chose comme ça. Le plan se lance, donc c'est voilà, le tome qui annonce la fin. Et là, on peut se dire qu'on va avoir baston et baston. Ouais, mais avec beaucoup de tactique. La stratégie est en route, le combat final débute, enfin les combats finaux, comme le chien de l'inspecteur Gadget, mais vraiment tout s'enchaîne. Mais je crois que dans tout ce tome 35, ce que j'ai préféré, c'est la déclaration d'Himiko envers Deku, qui pour moi c'est le meilleur passage, je trouve, il est trop drôle. Toi, t'aimes trop les histoires d'amour. Ouais, c'est vrai. Non, mais je suis en manque d'histoire d'amour et clairement, en fait, j'aime bien Ochako. J'aime pas trop Tsuyu, je sais pas ce qu'elle fout dans ce trio, mais toi, Himiko, je l'aime bien. Et quand elle en parle et tout. Parce qu'elle te fait de la peine un peu? C'est pas qu'elle me fait de la peine, c'est qu'en fait, je comprends un peu. Alors, je veux pas dire je comprends sa déviance. Je dis, je comprends qu'elle puisse. Enfin, comment dire? Je comprends Ochako qui veut la comprendre. C'est ça que je suis, parce qu'au final c'est ce qui se passe, et Deku et Ochako sont un peu sur la même longueur d'onde, c'est qu'ils voient l'humain derrière les monstres, mais ils ont de la peine, et c'est ça, et ils ont de la peine, et surtout ils veulent comprendre pourquoi. Ils disent pas que c'est pas bien ce qu'elle fait, ils veulent juste comprendre, mais si t'es comme ça, très bien, mais juste sache que t'es un peu taré, voilà, faut juste le dire, voilà. Non, mais c'est vrai qu'ils font tous les deux la même réflexion, de se dire on doit être un peu étrange parce qu'on voit derrière le masque des personnes, et qu'on a envie de les aider en tout cas. Ce début de tome 35, j'avais envie de l'appeler le tome des gens ordinaires. On a Yuga, il avait pas d'alter, et il se retrouve au milieu de toute cette histoire. On a Deku, il avait pas d'alter, et il se retrouve au milieu de toute cette histoire. On a Spinner qui avait un alter, mais il est hétéromorphe, mais il n'avait pas un pouvoir très puissant. Et il va se retrouver au cœur de toute cette histoire. Alors peut-être un peu plus loin, pas forcément dans le tome 35, mais dans le 35, on nous dit qu'il va être au milieu de toute cette histoire et qu'il va avoir un rôle à jouer. Et je trouvais ça intéressant de voir à quel point Horikoshi a mis des gens sans pouvoir dans un monde rempli de pouvoir. Et je trouvais ça assez symbolique, en tout cas, et que je pense que derrière ça, il a envie de dire quelque chose, quoi. Oui, en plus, c'est comme tu dis, hein, je pense, c'est pour le concert final, c'est bien de ramener aussi les gens qui n'avaient pas de pouvoir, mais qui ont évolué. Ça marque l'évolution scénaristique chez chaque personnage. Après, effectivement, tout se met en place. Dans ma tête, c'était un cell game, tu vois. C'est vraiment cell game. C'est un jeu d'échecs, ouais. On y va, on met des portails pour dire toi, tu vas aller te battre là-bas, tu vas aller te battre là-bas. Comme ça, on va pas se mettre trop sur la gueule les uns sur les autres non plus. Et c'est un tournoi. Hein. On est dans un tournoi. Non, parce que un bon tournoi, c'est un tournoi organisé. Oui. On est sur un arc final, on est juste sur un arc final. Les lieutenants sont aux quatre coins de l'univers en train de se battre. Et à un moment donné, il va y avoir la réunification comme dans Koh-Lanta. Et puis il y aura les rouges, les jaunes, il n'y aura plus qu'une équipe. Et puis ils vont se battre tous ensemble. Non, mais après, c'est sûrement moi qui vois ça de manière assez linéaire. Hein, parce que honnêtement, là, je vais démarrer la suite est fin. Je pense savoir à peu près comment ça va se passer. Je pense pas avoir de grandes surprises, tu vois, d'ici la fin de My Hero, mais c'est pas quelque chose que je regrette. Hein, ils se mettent en place. Le tome 36 va surprendre.
Ouais, toi aussi, de toute façon, tu penses que Tomura va gagner, et que ce sera la fin du monde et que All for One va diriger la planète? Bah, ça serait intéressant parce que je trouve que le plan, en plus de All for One, il est plutôt intéressant, mine de rien. Tu sais, quand il l'explique vraiment en disant que lui, son idée, c'est vraiment de gangréner un pays, un endroit pour miner ses ressources, son économie, ce qui va forcément se propager au reste. En vrai, j'ai trouvé le plan assez intelligent et j'étais là, ah tiens, bon, c'est pas Thanos non plus, je dis pas qu'il a raison, mais je me suis dit, parce que tu sais, il est très mystérieux quand même, hein, il a vraiment ce truc. Mais t'as vu son objectif mais tu dis que Thanos final. a raison. Pardon. Bah, je dis que Thanos aura peut-être raison un jour, par contre. Mais t'as vu son idéal final. En fait, on le sait dans le tome 36, mais je vais spoiler un peu. Mais ah bah non, du coup. Mais c'est le même que Garou dans One Punch Man. C'est juste, tu vas avoir la plus grande puissance pour que tout le monde soit dominé et qui simule un monde en paix. Ouais, oui, voilà, c'est ce que tous les méchants veulent. Non, mais c'est ce qu'il dit dans le 35 aussi. Que tout le monde ait peur. Voilà. Mais lui, il essaye de justifier, en tout cas, à sa manière, comme s'il était la ressource du monde, quoi, au final. Et qu'on ne pouvait plus se passer de lui. Alors, oui, c'est un peu problématique quand même. C'est pour ça que c'est le méchant de l'histoire et pas le héros. Moi, je voulais qu'on reparle encore quand même un peu de Hyuga. Ouais. Et cette folle absence de confiance en lui qui ne le lâche jamais, même jusqu'au bout où il a un vrai rôle à jouer, hein, quand même dans l'histoire. Finalement, sa trahison, c'est rapide, hein. C'est rapide, c'est fin du tome 34, début du tome 35, ça y est, c'est parti, et il disparaît. Mais je trouve que en peu de chapitres, il a un grand rôle à jouer. Et je trouve que sa psyché, son manque total de confiance en lui, ça fait un personnage qu'on retient alors qu'on aurait dû oublier Hyuga. Qu'on déteste, qu'on aurait dû oublier, qu'on aurait dû l'appeler Nombrilman, tu vois. Ouais, je sais pas, moi, franchement, en fait, j'aime pas son chara design et en fait, le fait qu'il s'apitoie encore plus que Deku, ça m'a un peu saoulé. Après, son histoire, elle est touchante, bien entendu. Et le seul truc marrant, c'est qu'il joue un peu, il fait, waouh, t'as vu mon jeu d'acteur? Ouais, j'ai même pleuré et tout. C'est le seul truc qui m'a fait marrer, mais en vrai, je suis pas fan du perso. Bah. Écoute, il lui fait une double trahison, donc je trouve toujours ça un petit peu particulier. C'est genre, ah là là, finalement c'était un traître, et finalement derrière tu crois que il va aller les donner à All for One. Et non, en fait, finalement c'était vraiment un mec d'Ayuei et tout, c'est trop cool. Double zéro. Bon, là pour moi, oui, je suis un peu dans le même cas que Glo, on est un peu dans le. Bon, là tu en rajoutes un peu. Mais sa conversation avec Eraserhead. En fait, super intéressant. Je suis d'accord avec toi. En fait, ça dépend exactement les séquences. Ça dépend vraiment, parce que celle avec Eraserhead, elle est hyper bien. Et par contre, toutes celles où il y a ces darons, ils sont pas loin, je trouve elles sont insupportables. Parce que ces darons, ils sont limite dessinés en mode cartoon. T'as aucune empathie pour eux. Ils sont là à agiter des bras et tout. C'est exprès, je pense. Je trouve que ça fonctionne vraiment pas du tout. Pour le coup, je peux pas prendre au sérieux des persos de second plan, tu vois, en cartoon, en me disant, ah ok, j'avoue, je comprends, c'est dur pour eux. Bah non, vous êtes des persos de cartoon. Vous pouvez crever, c'est pas grave. Ils ont toujours été aimants envers leur enfant. Oui, vois, ils ont pas été. C'est ce qui se dit. À Skip. Moi, je l'ai pas vu. C'est ce que lui, il a dit. Non, mais oui. Il va pas mentir. Il y a un truc qui est en filigrane durant tout le long de ces 4 tomes. C'est Eraserhead, justement. Il est blessé, il sert plus à rien, mais en fait, c'est quand même lui la clé, et il dit, je suis le professeur principal de cette école, je vais pas les lâcher, et c'est quand même lui qui conçoit le plan, quoi. Oui, c'est clair. Oui, c'est vrai. Mais ce qu'il a demandé à Deku s'il avait un plan, il a dit non. Et il a fait, bah moi j'ai un plan, connard. Enfin, il n'y a pas de c'est comme ça que les profs parlent à leurs élèves aujourd'hui, de toute façon. Mais tome 35, on n'a pas parlé aussi, mais il y a le flashback de Crématorium. Bon, il est très rapide, hein, mais c'est pour enclencher le tome 36, quoi. Ah, mais je pense que pour moi, c'est comme vous avec Hyuga. Moi, je n'ai aucune empathie, je n'ai aucun lien avec ce personnage. Pour Crématorium ? Ouais. Il y a un mur entre nous. Ah, c'est marrant, parce que je pense que c'est un de mes personnages préférés. Et moi, pour le coup, je l'avais repéré juste d'un point de vue chara design au début, en me disant, putain, il est vraiment chouette, il a vraiment un design cool. Quand j'ai vu la révélation, honnêtement, ça m'a surpris. Je m'y attendais pas. M'y attendais pas spécialement. C'est évident. Et non, mais je l'aime bien. Alors malheureusement, ils le font un petit peu trop Joker, Joachim Phoenix. Tu vois, alors vraiment, je suis la folie. Mais il marche bien. Moi, avec moi, il marche bien. Mais même son flashback, je l'ai pas trouvé si clair que ça. Je trouvais ça un peu. Non, mais c'est parce qu'on en parle plus dans le 36, je pense. Dans le 36, c'est vraiment le combat Shoto Crématorium. Et alors là, par contre, les pages, je veux pas spoiler, mais c'est des flammes. Ouais, j'ai fait, comment tu dessines ça sur 60 pages bravo. Peut-être qu'ils volent. Ah bah je te laisse. On en parlera plus tard. Tu découvriras ça. Dernier truc aussi dans ce manga, c'est l'utilité des super-héros. Et
Je trouve qu'à demi-mot, il dit c'est pas parce que t'as des super pouvoirs que t'es un super héros, mais tu peux quand même être super utile. Oui, complètement. Entre les ingénieurs, ceux qui produisent l'électricité, ceux qui peuvent produire des éléments. Les commerciaux qui enregistrent des pubs avec les on a besoin de nous pour se souvenir de quand on aura gagné le combat. Mais sur ce point-là, ça m'a un petit peu rappelé One Punch Man sur le fait que tout le monde à son échelle peut faire quelque chose. Et après, sinon, ça n'a rien à voir avec One Punch Man parce que justement, je me faisais la réflexion sur l'intellectualisation des plans dans My Hero Academia. Je me disais, c'est marrant dans One Punch Man, c'est tout l'inverse, quoi. C'est que des gros bourrins. T'as juste le petit chef, ou je sais plus comment il s'appelle. Le petit empereur qui est malin, mais sinon les autres, c'est tous des gros bourrins. Là, c'est tout l'inverse dans My Hero, quoi. Ouais, mais même les gros bourrins, finalement, trouvent leur place, leur utilité. Enfin, je sais pas, je trouve que la mécanique, elle est super bien huilée, quoi. Tout est en ordre. Ouais, tout le monde sait où est sa place et tout. C'est peut-être l'aspect que j'aime un peu moins, tu vois, que je trouve un peu moins naturel dans My Hero Academia. Mais au final, on a quand même 4 tomes qui nous préparent parfaitement pour l'arc final. En tout cas, quand tu finis le tome 35, tu fais ok, maintenant on y va, c'est bon. Ouais, c'est parti. Honnêtement, moi j'ai toujours un peu de mal à les appeler des arcs de préparation. C'est tellement intense déjà ces tomes-là que pour moi je suis déjà dans la fin, tu vois, on est déjà dans la fin depuis 4-5 tomes et ça marche super bien, quoi. Dès les vilains, on était déjà dans l'armement de la fin au final. Et c'est ce que je dis, ça va être un feu d'artifice d'émotion, la fin. Tu te sens... Est-ce que vous pensez aux morts, au nombre de morts, au nombre de disparitions? Est-ce qu'il y a des élèves qui vont y passer? Est-ce que... à quoi vous vous attendez? Non, il faut que ce soit des adultes, à mon avis, qui meurent. Mais des élèves, ça serait trop dur. On est dans un shonen quand même. Je sais pas, parce qu'au niveau des adultes, il y a déjà pas mal de d'éclopés. Et quitte à tuer des persos, je pense que c'est mieux de tuer des éclopés, ou tu sais que ils sont déjà après All Might, il doit mourir. Hein, peut-être pas la meilleure phrase à dire là avec les débats actuels. Non, on va l'enlever celle-là. Mais All Might, il doit mourir normalement dans une atroce souffrance. Donc au tome 10, le voir. Il aurait dû. Ouais, mais le tome 10, il est passé depuis longtemps là. On va aller jusqu'au tome 42. Ouais, mais je crois qu'en plus, moi j'ai lu le tome 37. Donc, Non, je sais pas, des morts. Honnêtement, moi j'aimerais bien. J'aimerais bien que chez les élèves il y ait des morts. Tu sais que c'est limite des bras en moins, de... Non, pas forcément. Oh si, ça peut être des bras aussi, mais tu sais que ça peut être garanti vraiment de fortes charges émotionnelles, on va dire. Et je fais pas assez confiance aux mecs de My Hero Academia pour ça, pour ces parties-là. Qui tu imagines en égide mais peut-être que lui, justement, son truc, c'est qu'il va faire mourir beaucoup de vilains. Et vu qu'il y a plein de vilains auxquels on s'est attaché parce qu'on connaît leur histoire et tout, et c'est peut-être là qu'il va y avoir ce petit décalage émotionnel, tu vois, où au lieu d'être à fond du côté des héros, tu vas peut-être être vraiment pris d'empathie pour certains vilains. Moi j'ai vu quelques petits fusils de Chekhov. Alors en plus c'est même pas des fusils de Chekhov tellement c'est annoncé. C'est le retour à travers Himiko de Twice. Il y a quelque chose qui se prépare. Oui. Et j'ai hâte. Je suis pas sûr qu'elle va s'en servir, mais beaucoup. Mais à partir du moment où on nous l'annonce à ce point-là en disant, il le répète 2 fois même. On a encore le sang de Twice. Et on a le sang de Twice. Et il le montre en gros. Vu la dose qu'elle a, elle fera pas grand-chose. Hein. Ça va rester une minute à se faire des doubles. Le pouvoir de Twice c'était tellement stylé, tellement le plus puissant peut-être. Mais c'est à partir du moment-là où il a parti en vrille avec les doubles. C'est pour ça qu'il y a des doigts partout maintenant. C'est à cause de Twice. Mais bon, à partir du moment où on nous explique que Himiko peut avoir le pouvoir des personnes dont elle prend l'apparence, on peut se dire que jusqu'au bout de My Hero Academia, les personnes qu'on pense être en action ne sont pas forcément celles auxquelles on s'attend. Ah oui, toi tu la vois tuer un des persos et prendre sa place et dire on a gagné et tout. Carrément. Ça serait très sombre. Ça serait trop bien. Ça serait trop sombre pour My Hero, je pense. J'ai pensé à Twice il y a pas longtemps parce qu'il y a un jeu qui va sortir début du mois de juin qui s'appelle Alter. Donc c'est drôle en plus. Et c'est quelqu'un qui doit se cloner en permanence pour survivre sur une planète déserte. Et ça m'a fait vraiment penser à Twice cette histoire. Voilà, c'est tout. Aparté. Merci Johnny. Est-ce que vous voulez dire un dernier mot sur cet homme transitionnel, pas si transitionnel? Moi j'ai fait exprès de m'arrêter là dans ma relecture, sachant que je suis quand même allé jusqu'au tome 37, mais c'était il y a 3 ans. Et du coup, là je vais reprendre justement pour être d'une traite et être d'attaque pour l'émission de la semaine prochaine. Bon, moi j'étais allé jusqu'au 39, mais j'ai relu avec grand plaisir ces 4 tomes. J'ai même oublié des choses au final. Ah oui, moi j'avais tout oublié. Ah oui, il y a que moi qui ai découvert ces tomes pour la première fois.
Ouais. Mais c'est moi, bien de j'avais le pas relire. pu. Non, j'ai non, pas mais pu tenir, moi. honnêtement, je vais être honnête, j'y suis un peu allé à reculons. Et surtout quand j'ai relu mon premier tome, parce que mine de rien, là, ça faisait quelques années que j'avais pas lu un tome de My Hero, j'ai eu besoin aussi d'une petite phase de transition sur le premier tome parce que encore une fois c'est très chargé My Hero en termes de dessin et tout, et j'ai vraiment eu besoin d'un tome pour me réhabituer au truc, donc j'y allais pas avec les meilleures intentions, j'y voyais les défauts que je voyais habituellement, et en fait là juste lire les quelques tomes comme ça m'a vraiment remis dedans, et comme je l'ai dit, voilà, j'ai vu le plus beau combat de My Hero Academia. Pour moi la série elle peut même s'arrêter là, il y a pas de souci, j'ai déjà vu le meilleur des combats. Bah, tu t'étais arrêté au tome 31, donc c'était il y a bien 2 ans maintenant. Ouais, petite pause qui était maîtrisée, c'est ce que je voulais faire. Janvier 2022, le tome 31. Donc tu vois, ça faisait bien 3 ans que t'avais pas lu My Hero Academia. Et je voulais lire tout d'un coup pour l'arc final, et franchement ça marche super bien. Alors on se retrouve la semaine prochaine pour parler de l'arc final. Promis Cagnard aura tout lu, et on verra si nos prévisions, nos envies pour ces derniers tomes seront exaucés ou non. Merci d'avoir écouté cette émission. N'hésitez pas à réagir, et puis allez lire la fin de My Hero Academia parce qu'on prend énormément de plaisir, et surtout on vit des émotions très chouettes avec ce manga. Plus ultra. Merci Johnny. À la semaine prochaine et à dimanche pour le supplément. Ciao. Salut.